Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du leadership holistique. Ici, c'est Christophe, votre hôte pour ces prochaines minutes. Et aujourd'hui, je reçois un invité tout à fait cher à mon cœur, puisque ce n'est autre que mon mentor et mon ami Marco Bernard. Marco Bernard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est le king, le roi du podcast francophone, en francophonie. Donc il a pour objectif, avec son entreprise, de démocratiser et de développer le podcast en francophonie. Marco Bernard est québécois. C'est un ancien sportif, un hockeyeur. Il a de nombreuses passions et moi, il m'accompagne dans le développement de mon podcast, bien évidemment, mais il m'accompagne aussi dans le développement de mon entreprise. Donc, c'est vraiment un mentor pour moi. C'est une personne qui est absolument adorable, très généreuse, et il partage aujourd'hui avec nous son expérience sur l'entrepreneuriat. Et vous verrez que ce n'était pas de tout repos pour lui, mais c'est quelque chose qui est dans ses gènes, dans sa famille, et il partage surtout deux vrais bijoux, les deux valeurs, ses propres valeurs à lui, qui sont les valeurs de son entreprise. Et ben voilà, je ne vais pas dévoiler les valeurs maintenant parce que ça ne vous encouragerait pas à écouter l'épisode, mais en tout cas, je peux vous révéler le secret que ces deux valeurs à lui sont mes deux valeurs à moi. On a ça en commun et c'est pas un hasard si on s'est rencontrés et si on est devenus aussi proches. C'est bien parce que les deux valeurs qui l'animent et qui animent son entreprise sont les mêmes que les miennes. Alors voilà, j'en ai déjà trop dit. Je vous laisse écouter cette magnifique entrevue entre nous deux et je vous retrouve tout de suite après. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Hey, bonjour Marco, bienvenue chez moi. Hey, Christophe, ça va bien? Ça me fait plaisir de te voir, de te recevoir. Pas autant que moi, ça c'est sûr. Alors, en pleine forme? Toujours en pleine forme. On arrive à l'été, on a un beau moment qui s'en vient avec la famille, et avec des clients aussi. On a des beaux moments qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, ouais, ça s'en vient bien. Cool. Alors, je voudrais discuter un peu avec toi alors, on va pas parler de podcast spécialement. Pour une fois, ça va te changer. Mais on va parler un peu de business, quoi, de management, de choses un peu sérieuses là. Mais je suis intéressé de voir comment. Alors, j'ai une bonne idée de comment tu vois les choses, mais je serais intéressé de t'entendre là-dessus parce que tu fais partie de ces nouveaux managers que je trouve intéressants. Alors d'abord, on pourrait démarrer sur un peu d'histoire de Marco. C'est que tu es entrepreneur, voilà, hein, tu as créé l'Académie du podcast, les clubs qui vont avec, donc tu as un gros écosystème autour du podcasting. Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur? Ça, c'est ma première question. Ouais, En fait, dans ma jeunesse, à un moment donné, j'étais ado à peu près, peut-être 15 ou 16 ans. Mon père nous avait dit à ce moment-là, si vous, il nous avait dit à mon frère et à moi, si vous avez une idée de comment vous pourriez peut-être vous lancer en business, etc., vous voulez regarder ça avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi puis à me proposer des idées. Donc, il nous avait juste lancé ça comme ça un soir à table au souper. Et puis, moi, ça avait pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, j'étais littéralement en train de regarder comment je pourrais me lancer en affaires. Et ma première entreprise, ça a été une discothèque pour adolescents. Donc, ici au Québec, on appelle ça un 14-18. Donc, c'est pour des gens de 14 à 18 ans, évidemment.
pas de boisson alcoolisée, mais exactement la même chose qu'on a en boîte de nuit, par exemple, pour adultes, mais on enlève juste l'élément boisson, tout simplement. On enlève l'élément alcool. Mais tout le reste, c'est exactement la même chose. Et même, j'irais plus loin que ça, c'est que au moment où on a lancé cette entreprise-là, parce que finalement, je lui ai proposé ça, puis il a décidé d'acquiescer à ma demande. Et au moment où on a lancé cette entreprise-là, dans la région où j'habite, qui est une région située à peu près 45 minutes à l'est de Montréal, je dirais là, jusqu'à Montréal sur un côté et jusqu'à Sherbrooke qui est à 60 minutes de l'autre côté, on était pas mal l'emplacement où il y avait le plus de technique. C'était vraiment un truc hallucinant avec l'éclairage, des effets pyrotechniques qu'on avait à l'intérieur. On avait un laser même à un certain moment. C'était assez incroyable qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme équipement et comme emplacement. Et puis, mais c'était que pour les adolescents. Et puis finalement, on a rénové ça, on a changé la vocation, on est devenu un bar pour adultes éventuellement, dans l'optique de vendre le business à un moment donné. Et puis, à un certain moment, on a décidé de vendre. Donc, c'était ma première aventure entrepreneuriale. Ouais. OK. Et t'avais quel âge? J'avais 17 ans au moment où on a lancé. J'avais 17 ans. Ah ouais, t'étais tout jeune, quoi. Ouais. J'avais l'âge des gens ou presque les gens qui venaient. En fait, si ma mémoire est fidèle, on a lancé tout ça le 30, où je venais tout juste d'avoir 18, là. Je pense qu'on a lancé le 30 avril. On a ouvert officiellement les portes le 30 avril. Le 30 avril et moi, je venais tout juste d'avoir 18 ans le 1er avril précédent. Donc, yeah. Excellent. Donc, c'est papa qui t'a mis le pied à l'étrier, en fait. Ouais, exactement. Puis après ça, ben évidemment, les employés qu'on avait à l'intérieur de dans cette entreprise-là, c'était essentiellement des gens, des amis, hein, des gens avec qui j'avais joué au hockey, des gens avec qui j'étais allé à l'école. Il y avait ma copine de l'époque qui travaillait là aussi. On avait une petite équipe, environ, je dirais une douzaine de personnes environ qui étaient là, qui travaillaient avec nous. On était très axés sur la sécurité. On avait fait une grosse publicité autour de ça parce qu'on voulait que les parents nous fassent confiance, laissent aller leurs jeunes pour être là pendant 5 heures, 6 heures. On ouvrait les portes à 19 heures, puis on fermait à 1 heure du matin. Donc, on voulait que les parents laissent aller leurs jeunes dans un établissement comme ça. Donc, on invitait aussi les policiers à venir faire un tour régulièrement pour améliorer un peu la relation aussi avec les jeunes. Donc, il y avait une comment je pourrais dire ça? Il y avait un besoin de trouver quelque chose à faire pour les jeunes de cet âge-là en ville. Et il y avait aussi une vocation de rapprocher les jeunes avec la sécurité, avec les policiers, avec un peu des activités qui étaient saines, entre guillemets. Donc, ouais, c'était un peu ça la vocation, les valeurs qu'on avait derrière l'entreprise. C'est intéressant comme concept. Je suis même pas sûr que ça existe en France, en tout cas en Europe. Je suis pas sûr d'avoir vu ça. Ça n'existe plus au Canada non plus. Et puis, ça n'existe plus au Canada non plus. Non. Et puis après, comment t'es venue l'idée de la transition vers le web, vers Internet? C'est quoi comment ça t'a attiré? Ben, en fait, ça part de cette entreprise-là, en fait, parce que quand il y a eu le temps de vendre cette entreprise-là, on a pris la décision parce que, bon, c'était vraiment super bien. On avait beaucoup de gens qui venaient, on avait beaucoup de jeunes qui étaient là 2 soirs semaine, des fois 3 quand on avait des longs week-ends. Donc, ça allait super bien. Sauf qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans la période d'hiver, au Québec, on a des hivers assez rigoureux. Ça demandait que les parents doivent sortir de chez eux pour venir déposer les jeunes à la discothèque. Et quand il y avait trop de neige ou quand il faisait trop froid, on se retrouvait qu'il n'y avait pas grand monde dans la boîte. Donc, à partir de la mi-décembre jusqu'à fin février, c'était un peu plus tranquille. Et même chose durant la période estivale, c'est-à-dire que dès que l'école se terminait jusqu'au retour à l'école, back to school, début septembre, il y avait comme pas grand-chose qui se passait non plus dans ces moments-là. Donc, on s'est rendu compte que c'était assez difficile d'une part. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était un peu c'était compliqué l'horaire
l'horaire dans le milieu de l'hôtellerie, quelque chose de facile, les horaires où on se couche très, très tard, on doit se préparer le lendemain parce qu'on ouvre encore le lendemain, donc on doit aller préparer la salle, le ménage, etc. Donc, c'était une vie un peu spéciale. Donc, on avait décidé de vendre l'entreprise. On a transformé l'entreprise, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en bar pour adultes dans l'optique de la vendre. Et au moment où on a vendu cette entreprise-là, l'entreprise, on a fait évaluer, ça valait 500 000 $. Et on a vendu à peu près 6 mois plus tard, 6 mois après avoir pris la décision, on a vendu que 50 000. Et on a littéralement perdu de l'argent avec ça parce qu'on avait des équipements pour presque 3 fois la valeur de ce qu'on a vendu au final. Et la raison pour laquelle on s'est retrouvé avec ça, c'est que on a eu un compétiteur qui a ouvert quelques semaines après qu'on ait pris la décision de vendre. Et ce compétiteur-là est venu chercher un paquet de clientèle chez nous. On n'avait pas su garder vraiment, de développer d'abord le lien, mais aussi garder la clientèle à ce moment-là avec nous. Donc, après avoir vendu ça, je me suis littéralement, je suis tombé en mission, en mission de comprendre d'abord ce qui s'était passé et puis vouloir comprendre vraiment là, en fait pour pas que ça se reproduise. Et là, je me suis mis à acheter littéralement tout ce qui pouvait exister de formation, de conférences, d'événements et tout ça sur l'entrepreneuriat pour venir à bout de comprendre. Et un peu plus tard, parce que là, je te parle de ça, on est à la fin des années 90, donc un peu plus tard, quand on est arrivé à la fin des années 2000, il y a les formations web qui ont commencé, il y a eu un peu plus d'effervescence autour de ça. Donc là, il y a eu vraiment un intérêt de mon côté à vouloir d'abord m'informer sur comment ça fonctionne le web, puis après vouloir me lancer là-dessus dans les débuts des années 2010. Et puis, ça a suivi son cours à partir de ce moment-là, je te dirais. C'est là que je me suis vraiment intéressé. Puis la vraie transition s'est faite en 2018, alors que j'ai fait mon entrée à l'Académie Zéro Limite. Ça a été comme le coup de pied final, le coup de pied au cul final qui faisait que à ce moment-là, j'ai décidé de vraiment faire le saut là, dans l'entrepreneuriat web. Ok, excellent. Donc ça a été un long processus quand même. Hein. Ouais. T'es pas devenu entrepreneur à succès en claquant des doigts, hein, mais ça, c'est pas un secret. Hein. Personne n'y arrive. Non, exact. Et il y a une entreprise que j'opère avec mon père et mon frère, qui est une entreprise qui existe depuis 1956. Mais ça, c'est une entreprise qu'on a amenée sur le web avec le temps, mais qui est vraiment une entreprise brick and mortar, comme on dit là en jargon. Là, c'est vraiment littéralement une entreprise d'articles et de vêtements promotionnels, confection de vêtements. Donc, on est littéralement dans quelque chose qui se passe sur place, en location. Il n'y a absolument rien qui se passe sur le web ou presque. Évidemment, on a un site web, on peut transiger certaines choses sur le web. On fait un peu de pub maintenant, mais ça a été pendant de longues années où il y avait absolument rien qui se passait sur le web avec cette entreprise-là. Donc, j'ai aiguisé mes réflexes d'entrepreneur dans cette entreprise-là, mais aujourd'hui, avec le web, évidemment, ça a permis d'exploser de d'autres façons. Exactement. Et donc, maintenant que tu as une entreprise qui fonctionne bien, hein, je pense, tu as des employés. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu gères ça et comment tu vois cette gestion d'entreprise un peu dématérialisée, parce que même si c'est tout au Québec, vous ne vivez pas tout, vous n'avez pas des bureaux où vous vous retrouvez tous les jours. Ouais, écoute, tu vois, au moment où j'ai lancé cette entreprise-là, j'étais seul. C'était en 2018, j'étais seul pendant 2 années et demie presque. Non, 1 année et demie, j'étais seul. Au début de 2020, j'ai décidé de commencer à regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour ajouter des gens à l'équipe et tout ça. Il y a eu une première équipière qui s'est ajoutée, une pigiste qui s'est ajoutée pendant l'année de, je dirais, fin 2019, début 2020. J'ai roulé toute l'année 2020 comme ça avec une pigiste avec moi. Et puis, au final, après, il y a eu, vers la fin de l'année 2021, j'ai fait le saut, c'est-à-dire vers la fin de l'année 2020, j'ai fait le saut dans ce qu'on appelle le cercle d'excellence de Martin Latulippe, qui est le mastermind élite, disons, de l'Académie Zéro Limite. On peut dire ça comme ça.
Et puis, les premières réflexions que j'ai eues par rapport à ça, j'ai fait le saut en octobre, je pense, si ma mémoire est fidèle, octobre de 2020. Donc déjà, là, dans ces 3 mois-là de la fin d'année 2020, il y a eu vraiment une bonne réflexion qui s'est amorcée pour moi en lien avec la construction d'une équipe. Parce que je voyais bien que oui, ça allait bien, oui, il y avait pas de problème pour quelqu'un qui voulait opérer seul. Mais rapidement, je me suis rendu compte que, c'est ça, il y a 24 heures dans une journée. Puis si je voulais encore que mes enfants m'appellent papa, il fallait qu'à un moment donné, je trouve une façon de remettre ça en place. Puis de déléguer. Ouais, puis de trouver une façon de continuer de scaler parce que je pense qu'on a une mission qui est intéressante. Mais je devais trouver une façon de continuer de le faire à plus grande échelle, mais de d'autres façons. Et puis, essentiellement, ça a été les premières réflexions que j'ai eues quand je suis arrivé dans le cercle d'excellence, ce qui a amené à embaucher la première personne que j'ai embauchée. Puis ça, c'est un peu paradoxal parce que d'habitude, les entreprises font plutôt à l'inverse. Ils embauchent un paquet d'employés, puis à un moment donné, les dirigeants d'entreprise se rendent compte qu'ils ont plus ce qu'il faut comme temps pour diriger les employés et à la fois continuer de faire leur job de dirigeant d'entreprise ou de propriétaire. Et là, ils se disent, OK, ça me prend quelqu'un pour faire comme le middleman, être quelqu'un entre les deux, espèce de directeur ou directrice ou vice-président, ou appelons-le comme on voudra, directeur général ou peu importe, qui vient faire le tampon entre le dirigeant et les employés. Alors que moi, j'ai fonctionné à l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà une collaboratrice qui était là, que je connaissais depuis longue date, et j'ai décidé d'abord embaucher la directrice. Et on a bâti l'équipe avec la directrice plutôt que de faire l'inverse. Et je me suis assuré de choisir la directrice sur la base des valeurs que je voulais mettre de l'avant au niveau de l'entreprise. Et par la suite, on a développé graduellement l'équipe autour de ça. On a ajouté quelques membres. Et là, on est en déploiement à plus grande échelle. Et maintenant, on sera représenté parce que il y a quelques instants, tu disais, essentiellement, c'est au Québec. Mais là, maintenant, on a agrandi l'équipe de 6 personnes, 2 personnes au Québec, mais 4 personnes en Europe. Donc, là, officiellement, on va pouvoir, on a un déploiement qui est international depuis, en fait, ça s'est fait cette semaine, là, donc au moment d'enregistrer cet épisode. Et du coup, pour toi, est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est tout simplement naturel de gérer une équipe à distance? Ou est-ce que tu vois que du bien ou c'est compliqué? Tu vois, la raison pour laquelle j'ai décidé d'embaucher la directrice au départ, c'est justement parce que je voulais pas faire de gestion. Moi, je gère rien. D'accord. Moi, les gens me disent ce qu'ils ont besoin de moi, mais les dossiers, ça leur appartient à eux. Donc, peu importe ce qu'on fait au sein de l'académie, il y a quelqu'un qui est en charge. C'est cette personne-là qui dirige le dossier. Et s'ils ont besoin de moi, ils me font signe. Ils me disent qu'ils ont besoin ils ont besoin que je leur crée une vidéo. Ils ont besoin que je crée un épisode de podcast. Ils ont besoin que je fasse une entrevue. Ils ont besoin que je leur donne un avis sur un tunnel de vente qu'ils ont fait. Peu importe. Mais c'est eux qui sont en charge d'abord de faire tout ce qu'ils ont à faire. Et moi, je viens juste en soutien. Et c'est la raison pour laquelle je voulais d'abord embaucher la directrice parce que je voulais décentraliser tout ça. Et la première année, on a mis en place, dans le fond, la directrice est arrivée, on a fait une année complète où, évidemment, moi, j'avais un écosystème de presque 2 ans qui était là, qui avait été mis en place et qui même si la directrice avait été recrutée à même les clientes qu'on a dans l'Académie du podcast. Donc, elle était déjà au courant un peu de comment ça se passait, mais du côté client. Donc, elle avait la vision un peu de comment ça se passait. Mais là, de voir à l'interne tout ce qui se passait, tout ce qu'il y a à faire pour arriver à créer des trucs. Et là, à un moment donné, même à un certain moment donné, elle me disait, ça n'a aucun bon sens, Marco, je peux pas croire que tu faisais ça seul. Moi non plus, je le croyais pas. En bout de ligne, quand on regarde ce qui est là, puis ma femme est venue par après, donc à peu près 6 mois après
l'arrivée de la directrice. Il y a ma femme qui est arrivée aussi. Et puis, quand on a commencé à diviser les tâches et tout ça, puis dire, OK, ben tel dossier, ça va toi qui va s'en occuper. Puis là, à un moment donné, elle disait, oui, mais qui faisait ça avant? Ben, c'est Marco qui faisait ça avant. OK, mais qui faisait l'autre chose avant? Ben, c'est Marco qui faisait ça avant. Et là, à un moment donné, elle dit, ben là, je comprends pourquoi je te voyais pas, puis que pourquoi il arrivait des moments où t'arrivais juste à la dernière minute pour le souper et la dernière bouchée prise, t'étais déjà reparti pour aller faire autre chose. Je comprends. Là, donc, c'était vraiment le temps que ça se fasse comme ça, mais la gestion en tant que telle, c'est vraiment la directrice qui le fait. Ma participation à moi, ça se limite à un meeting hebdomadaire avec la directrice qui dure à peu près 1 heure et demie et essentiellement 2 meetings où les employés, les collaborateurs viennent me dire ce que moi je dois faire. Donc, ils viennent simplement, on a un meeting, ils viennent dire, OK, ben moi, je m'en vais à tel endroit avec mon dossier dans les prochaines semaines. J'aurais besoin de ton aide sur ça, ça, ça. Parfait, c'est beau. Inscris ça dans l'outil qu'on utilise pour les gestions de tâches et tout ça. Puis moi, je vais te donner un coup de pouce, il y a pas de souci. Et il y a un meeting par mois où ce qu'on appelle, nous, un meeting de vision. Et c'est le meeting qui nous permet de partager la vision, non pas 1 fois par année, mais 1 fois par mois. Donc, à chaque mois, s'il y a des idées nouvelles qui me viennent en tête, ben, ils sont inscrites dans le meeting vision. Ce qui fait que, parce qu'il y a toujours des fausses bonnes idées, là. Il y en a toujours. En cours de route, on en a plein. Beaucoup plus que moins même. Et en bout de ligne, mais dans ce meeting vision, ben, on partage littéralement tout, là. C'est vraiment un brainstorm, mais sans filtre. Et évidemment, en bout de ligne, il y a 3 idées sur 4 qui ne voient pas le jour, mais c'est le meeting qui permet de teinter un peu les trucs. Et c'est arrivé que quelques mois plus tard, on a repris ce qui, à l'époque, avait été identifié comme une fausse bonne idée, mais avec un twist un peu différent qui est devenu une vraie bonne idée en bout de ligne. Fait que, donc, vraiment, ça, c'est le meeting de vision qui est 1 fois par mois avec tous les employés pour tous les collaborateurs, parce que c'est pas des employés salariés, mais c'est des collaborateurs, où je partage cette vision-là de où je pense qu'on devrait aller et tout ça. Donc, moi, vraiment, mon rôle se situe au niveau de appuyer les gens dans leur dossier, et vraiment partager la vision, être là pour donner l'orientation de où on s'en va. Excellent, c'est intéressant comme approche. Et un peu de leader serviteur, on va dire, mais un peu twisté, mais c'est intéressant, j'aime bien. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu as recruté la directrice qui correspondait aux valeurs de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les valeurs de l'entreprise? Ouais. Ça, c'est intéressant parce que j'ai réalisé à plein de moments à l'intérieur depuis le début de l'histoire de l'Académie, du podcast, j'ai réalisé à quel point les valeurs familiales, les valeurs d'équipe, les valeurs de partage pour moi étaient importantes. Et la valeur de la liberté pour moi personnellement qui était hyper importante. Donc, tout ça, évidemment, va avec le monde du podcast parce que s'il y a un média, un format qu'on peut créer de façon tout à fait libre, à peu près dans n'importe quelle circonstance, c'est ce format-là. Donc, ça répondait, tu sais, et ça n'a pas été fait de façon consciente, mais c'est devenu conscient avec le temps en me disant, ben, tu vois, probablement la raison pour laquelle je suis aussi séduit par ce format de création de contenu-là, c'est la valeur de la liberté qui me permet de faire ça, mais qui me permet aussi de décider d'aller dans un projet ou de mettre du temps dans tel truc qui n'a pas nécessairement rapport avec la business, mais qui me permet de voyager, qui me permet de faire plein de choses comme ça et de ne pas être prisonnier d'un horaire qui est pas choisi par moi, autrement dit. Tu sais. Donc, et je me suis rendu compte de ça parce que à un certain moment dans les dernières années, il y a eu une espèce de clash entre mon entreprise brick and mortar, qui est l'entreprise familiale, qui nécessite qu'on soit un peu plus là, parce qu'évidemment, il y a des employés sur place, il y a de la gestion et cette entreprise-là a pas été, avec la gestion de production, toutes ces choses-là, cette entreprise-là, elle n'a pas été bâtie de la façon dont moi je l'aurais bâtie aujourd'hui avec les connaissances que j'ai. C'est-à-dire qu'elle a été beaucoup bâtie en comptant,
en étant dépendante des têtes dirigeantes de l'entreprise. Et je vais aller même plus loin que ça. Mon père, qui était encore un des propriétaires dans l'entreprise, pendant longtemps, ne pouvait pas s'absenter de l'entreprise. Ça a été très, très, très long. Ça a été très, très, très long avant qu'il puisse être assez confortable pour dire je vais prendre des vacances avec ma femme. Je vais aller passer une semaine en vacances et l'entreprise va continuer à opérer pendant que je n'y serai pas. Malgré qu'il y avait 2, 3, 4 contremaîtres à certains moments, on était 150 employés là, à la fin des années 2000, on était 150 employés. Donc on avait, je pense, 4 ou 5 contremaîtres qui étaient là. Et malgré ça, ces gens-là n'étaient pas autonomes. Ces gens-là autrement dit, c'était pas eux qui dirigeaient les trucs avec l'aide de mon père, mais c'était l'inverse. Et ça, ben évidemment, quand l'entreprise est bâtie comme ça, de vouloir tourner ça de bord et de changer cette direction-là, alors que mon père est encore là, donc forcément, il y a encore un peu de cette... lui, c'était comme ça qu'il a bâti son entreprise, c'était comme ça qu'il a toujours géré de cette façon-là. Et il dit ouvertement, quand on a des meetings, il dit, c'est de ma faute, c'est moi qui a opéré l'entreprise de cette façon-là. Donc, forcément, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve avec des fois des gens qui sont pas autonomes puis qui peuvent pas nous permettre de dire, OK, on va quitter les trois. Tu sais, à un certain moment, des fois, on aurait envie d'être en vacances, mon père, mon frère et moi, en même temps, puis pouvoir partager, disons, une semaine en vacances dans le sud ou peu importe à quel moment, dans les Caraïbes ou peu importe. Mais on se sent pas capable de le faire exactement pour cette raison-là. Et donc, dans les valeurs, ben c'est ça, pour revenir un petit peu à ta question, dans les valeurs, je me suis rendu compte que la valeur de la liberté, donc moi, ça devait être, et c'est une des raisons pourquoi j'ai engagé la directrice d'abord, c'est que je me suis rendu compte que je devais me dégager de ça. Je savais que c'était pas quelque chose qui était instantané puis qui se ferait du jour au lendemain. Ça a pris une bonne année avant qu'elle puisse avoir les dossiers dans ses mains, d'abord. Ensuite, de pouvoir transmettre ça aux collaborateurs, collaboratrices. Ça a pris, on est pas mal à jour là par rapport à ça, je dirais là, ça je dirais qu'il y a au moins 70-80 entre 70 et 80% des dossiers qui me passent à peu près plus dans les mains au moment où on se parle. Ils sont gérés exclusivement par les collaborateurs, collaboratrices et la seule chose que j'ai à faire, c'est de mettre ma patte de temps à autre sur quelque chose au besoin, mais sinon, c'est géré vraiment par l'équipe. Et donc, je pense que d'ici la fin de l'année 2022, on va être tout près du 100% parce qu'on est vraiment en route vers ça. Donc ça, cette valeur-là, c'est vraiment essentiel. Et l'autre grande valeur que je me suis rendu compte avec le temps, puis ça, on avait déjà eu cette discussion-là ensemble alors qu'on était en train, on a échangé quelques tequilas et quelques verres sur une plage à un moment donné dans un bootcamp à l'Académie du podcast. Je me suis rendu compte à quel point la valeur du partage et la valeur du groupe, d'être en groupe, d'être en le côté social de la business, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir ces contacts-là avec les clients, de pouvoir... C'est sûr que quand une entreprise scale, comme on dit, grandit, à un certain moment, on peut pas avoir un contact humain, précis, personnalisé avec des centaines de personnes, c'est sûr, ou même des milliers de personnes. Ouais. On peut pas le faire. Mais il y a des moyens, puis je pense qu'on a trouvé des moyens qui sont vraiment intéressants de favoriser ces contacts-là à même des événements qu'on crée pour faire en sorte qu'on puisse avoir le temps d'échanger avec les gens et de découvrir les personnes avec qui on fait de la business de façon virtuelle, en présentiel, et de pouvoir approfondir la relation avec ces gens-là dans un cadre qui est tout autre que ce qu'on fait normalement dans le cadre de notre business. Et ça, j'ai découvert ça. Je me suis rendu compte à quel point le côté... Parce que ça, c'est directement issu de mon côté athlète sportif tout jeune et maintenant, et après coup,
dirigeant d'équipe et de clubs sportifs pendant 15 ans, même un peu plus que ça. Et c'est directement relié avec ça, là. Parce que, my God, que j'apprécie à ces moments-là d'aller en tournoi, de vivre des séries éliminatoires, de vivre des camps de sélection, des repêchages, juste d'être ensemble dans un camp d'entraînement, échanger, souper avec le groupe, etc. Juste ces moments-là, à quel point c'était fabuleux, là. Donc, ça, encore une fois, sans le savoir, parce que c'était une valeur qui m'habitait intérieurement, mais que j'avais pas nécessairement assimilée de façon consciente. Mais avec le temps, j'ai découvert que ça venait directement de là, le fait d'avoir cette envie-là. C'est même plus qu'une envie, je dirais que c'est un besoin d'être en contact avec les gens et d'avoir du plaisir avec eux, là. C'est fou, là, à quel point dans ces événements-là, on en a fait 2 jusqu'à maintenant, on en a un 3e qui arrive et un 4e à l'automne. J'anticipe ces moments-là avec beaucoup de fébrilité, beaucoup de joie, parce que je sais que je vais rencontrer des gens absolument formidables et que je vais pouvoir développer des relations qui autrement auraient été impossibles à développer. Oui, alors je confirme, pour y avoir participé, c'est même quand tu es client, tu t'attends pas à ça, en fait. Hein. Je crois que c'est... et les 2 fois, enfin les 2 bootcamps, celui du Mexique et celui de Paris, avec des personnes différentes, il se passe quelque chose de... Ouais, c'est surprenant, ouais. Il se passe vraiment quelque chose, et je pense que c'est ta magie à toi, hein, d'apporter ça. J'aime bien quand tu dis... pour résumer, en gros, c'est mon entreprise, elle est à mon service, et c'est pas l'inverse, c'est pas moi qui suis au service de l'entreprise, que ce qu'a fait ton père. Hein. Et ce que font beaucoup de gens, finalement, l'entrepreneur qui s'use la santé, parce qu'ils n'ont pas inversé la pyramide, tout bêtement. Hein. Et puis toi, tu l'as fait par construction, ce qui est génial. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est un bon exemple. Et tu sais et puis quoi, j'aime bien le troisième. Juste pour compléter sur ça, Vas-y. si tu me le permets, c'est juste... Tu sais, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens... Tu sais, mon père est un exemple, là. Mon père a 72 ans aujourd'hui. Il est encore au bureau, aller 3 jours semaine facile. Et là, il va commencer à diminuer ses présences et tout ça, mais quand même. Et je me rends compte qu'il va diminuer ses présences parce qu'il veut avoir la liberté de faire autre chose. Moi, je préfère... Ouais. Mais moi, je préfère faire ce shift-là avec l'entreprise tout de suite et m'amuser en opérant mon entreprise, ce qui va faire que même si je suis rendu à 72 ans, je vais encore avoir du plaisir à opérer cette entreprise-là. Je vais encore avoir... Parce que je vais avoir des collaborateurs, je vais avoir des clients qui vont être là autour de moi avec qui je vais continuer d'avoir du plaisir. Je vais vouloir continuer de créer des événements comme on crée. Je vais vouloir continuer de favoriser ces rencontres-là avec les gens. Donc, je préfère opérer une entreprise à travers le plaisir, à travers et à travers ce que je vis vraiment, ce qui est important pour moi en termes de valeur, en termes de relations. Parce que c'est ce qui va faire que... Parce qu'on le voit de plus en plus, hein, les gens travaillent de plus en plus tard. Avant, les gens à 60 ans, 65 ans, allez hop, hein, on s'en va à la retraite puis on est parti. Maintenant, c'est pas rare d'avoir des gens travailler jusqu'à 70, 75, 80, même dans certains cas. Mais ces gens-là ont souvent été épuisés, érodés par un paquet de trucs. Et je veux pas vivre ça. Moi, je veux continuer à être là pour mes enfants, je veux continuer à être là pour mes clients, pour mes amis, pour mes clients qui sont mes amis aussi à la fois. Et donc, tu sais, je veux continuer d'être là et pleinement présent. Et ça, c'est ce que je me rends compte, c'est que quand on n'a pas le niveau d'énergie, et là, je suis de plus en plus conscient de ça. Tu sais, comme là, je me sens un peu... aujourd'hui, je sens que j'ai un niveau d'énergie qui est un peu plus bas qu'à l'habitude, puis on a un challenge qui s'en vient dans 3 jours. Je vais devoir y remédier dans les 3 prochains jours pour arriver vraiment, mais c'est pas le genre de réflexion que j'avais il y a 1 an, il y a 2 ans. J'étais pas conscient de ces choses-là. Donc, je vais commencer à prendre des décisions en fonction de ça. Je vais commencer à
à demander de l'aide à mes collaborateurs en disant, OK, cette partie-là, normalement, c'est moi qui la fais. Est-ce que c'est possible que quelqu'un prenne charge de ça parce que moi, je dois absolument... et j'ai pas peur de demander ces choses-là maintenant à l'équipe parce qu'on forme une belle équipe et on est conscient que le niveau d'énergie, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc, et qui est essentiel pour ce qu'on fait dans notre travail, dans l'opération de notre entreprise. Donc, c'est ça, je pense que le fait de devoir, entre guillemets, mais en fait, de vouloir travailler plus longtemps, moi, c'est pas pour moi, c'est pas un travail. Pour moi, je m'amuse, là, tu sais, j'ai une rencontre avec des clients tantôt, je sais que je vais avoir du plaisir avec eux. Oui, je vais répondre à des questions, puis oui, je vais être avec eux, puis oui, je vais leur venir en aide sur ce qu'ils ont besoin, mais dans les faits, j'ai du plaisir à mourir d'être avec ces gens-là. Donc, c'est pas un travail pour moi, là. C'est vraiment, c'est comme si j'allais rencontrer des amis. C'est que du fun. Okay, on se fait un Zoom, OK, allez, on y va. Donc, c'est ça. Désolé de t'avoir coupé. Alors, c'est vraiment... Non, mais il y a pas de souci. C'est important ce que tu dis. Parce que, en fait, là, tu es en train de donner le grand secret de la réussite des entrepreneurs. C'est que, en tout cas, les entrepreneurs de maintenant, hein, et je pense que les jeunes sont plus alors, c'est pas qu'on est vieux tous les deux, hein, mais voilà, il y a des jeunes générations qui arrivent et l'entrepreneuriat a changé et je pense que ça ne marchera. Alors, déjà, oui, en effet, et moi le premier, hein, alors moi, je suis salarié et entrepreneur, je fais les deux en ce moment, mais ça va pas durer, je pense. Mais j'ai pas du tout, je veux pas être entrepreneur pour m'arrêter à 60 ans. Je veux être entrepreneur parce que je veux faire un truc qui m'éclate jusqu'à la fin de mes jours, quoi. C'est la même vision que toi. Et je pense que et créer ton entreprise pour qu'elle soit à ton service et qu'elle t'apporte du fun, c'est le secret de l'épanouissement au travail, tout bêtement. En tout cas, pour les entrepreneurs, et tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais en tout cas, pour un entrepreneur, pour que ça marche, qu'il réussisse et qu'il s'éclate dans son business, c'est exactement ce que tu as mis en place et je trouve vraiment l'exemple parfait, quoi. Merci pour ce partage. Ça fait plaisir. Pour moi, c'est... Puis comme j'ai dit, là, tu sais, j'ai été influencé là-dessus parce que, tu sais, c'est souvent ça, hein, on remarque, on suit des gens, on a des mentors. Ces gens-là ont fait des erreurs. Ils ont emprunté un chemin, ils se sont plantés, ils ont dû rebrousser chemin, revenir pour prendre le Y de gauche plutôt que le Y de droite. Hein? Mais ils ont fait un bout dans le Y de droite pour se planter avant de revenir en arrière pour prendre le Y de gauche. Et là, quand tu rencontres cette personne-là 2, 3, 4 ans plus tard, ben cette personne-là va te dire « J'ai pris le Y de droite, fais pas cette erreur-là. Pour moi, ça n'a pas fonctionné, mais pas du tout. » Et c'est exactement ça qui s'est passé avec quand j'ai fait le saut dans le cercle de Martin. Ben la première chose qu'il m'a dite, c'est j'ai failli tout perdre. J'ai failli perdre ma santé, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre ma famille parce que j'avais pas fait ce choix-là. Donc, s'il y a quelque chose à faire maintenant pour toi, alors qu'il y a rien en péril au moment où on se parle, c'est de faire le choix conscient que moi, j'ai fait au final, après m'être planté en prenant le Y de droite. Et c'est la grande richesse d'avoir des gens, des coachs, des mentors qui nous suivent. Oui, puis c'est inspirant parce que l'exemple, enfin celui que tu donnes toi ou celui de Martin, parce que je vous connais tous les deux, il y a la preuve par 9, il y a la preuve par l'exemple. C'est que vous avez des entreprises qui sont florissantes, qui fonctionnent bien. Et pour discuter avec beaucoup de podcasteurs qui sont qui te suivent, ou de gens qui font partie de la Z, tout le monde a la même vision de ce leadership. Ouais, ça attire, ça entraîne parce que on voit bien que c'est pas juste pour bosser. C'est oui, comment je prends du fun dans tout ce que je fais, quoi. Exact. Quand tu vois Martin Latulippe sur scène, tu te dis ouais, le gars, je veux dire, il doit attendre ces moments-là, mais avec une envie. C'est mieux que de la drogue, quoi. Donc c'est juste génial. C'est comme les chanteurs, je pense, quand tu es sur scène, tu attends ces moments avec beaucoup d'expectation. Et tu sais quoi, il y avait un autre truc que tu as dit. Quand on rencontre un gars comme Martin et qu'on le voit, bon, j'ai la chance, je dirais même l'honneur d'être dans sa garde rapprochée. On le voit bosser pendant 3 jours et plus, évidemment, parce qu'il y a des jours de préparation et tout ça derrière ça, mais pendant 3 jours, être sur un événement live sur scène pendant 8 heures dans une journée et d'être devant des milliers de personnes. Et
Et oui, tu l'as dit, hein, il y a du plaisir à mourir et il anticipe ce moment-là parce qu'il sait que ça va tellement être riche en rencontres, en échanges, en énergie. On sort à peine du week-end live à Québec. Il y a eu un des membres du Cercle d'Excellence qui avait préparé une vidéo pour lui pour littéralement se foutre de sa gueule. Et ça a donné que Martin fêtait ses 20 ans d'entrepreneuriat ce week-end. Et son équipe lui avait préparé une surprise et vidéo surprise et tout ça. Et lui est venu en rajouter une couche en se foutant de sa gueule en disant, ben dans le Cercle d'Excellence, nous, on a accès à des trucs et on a accès à Martin dans une autre... complètement complètement ailleurs que ce que peut-être vous pensez. Et puis là, il a mis plein de moments où ça n'a juste pas de sens là à quel point Martin c'est juste drôle. Évidemment, il y a plein de trucs qui étaient mis hors contexte puis qui c'était juste pour juste pour faire rire les gens et tout ça. Mais ça fait juste dire que il dépense énormément d'énergie. Quand on organise des événements comme ça, on est siphonné jusqu'à la dernière goutte d'énergie qu'on a. Et malgré qu'on kiffe, là, comme ça n'a aucun sens, chaque seconde de ces moments-là, moi, je sais qu'aujourd'hui, 5 jours après son événement, il est encore en période de repos après son événement, simplement pour se déposer et aller rechercher cette énergie-là qui est restée sur scène. Exact. Mais ça n'empêche pas qu'il est à fond et il y a eu énormément de plaisir dans ces trucs. Donc, faut pas confondre. J'ai du plaisir. Donc, si j'ai du plaisir, je peux travailler 12 heures par jour, 7 jours par semaine ou 6 jours par semaine sans problème pendant des années. C'est pas ça, là. Faut respecter la machine. Faut s'assurer de prendre soin de la machine. Et il faut s'assurer de faire ça pour les bonnes raisons aussi. Tu sais, je veux dire, quand j'ai parlé de liberté tantôt, pour moi, la liberté, c'est de pouvoir prendre 1 semaine, 2 semaines de vacances à peu près quand je veux, avec ma femme, avec mes enfants. Quand on décide sur un coup de tête, OK, on part, on s'en va à tel moment. C'est ça pour moi la liberté. Et nécessairement, ben ça vient directement relié avec le reste de la business qui une fois qu'il est développé puis une fois qu'il fonctionne bien, mais ça te permet de prendre ces moments-là. Donc, mais c'est ça. Souvent, les entrepreneurs ont cette fâcheuse habitude de dire ah oui, mais moi, je peux pas prendre des vacances parce que là, je suis en développement. Je suis en train de développer mon entreprise, donc je peux pas me permettre de prendre 1 semaine pour aller dans un bootcamp en République dominicaine. Je peux pas faire ça. Le fait est que c'est dans ces moments-là, souvent, qu'il va y avoir les plus grandes révélations. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas des révélations qui sont intentionnelles, calculées. On arrive là, on est juste ouvert. Et dans n'importe quel type d'événement comme ça qu'on va avoir et qu'on va se permettre. Et dans certains cas, ça va être, bon, on parle d'un bootcamp, mais on peut parler juste d'une vacance. Juste une vacance où on fait juste décrocher. On revient des vacances. On a plus d'idées avant qu'on parte de vacances. C'est souvent comme ça. Juste le principe de se laisser aller avec ça, de se permettre de faire ça, c'est tellement puissant. Donc, Mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Alors moi, je suis un vrai témoin pour le coup parce que le premier bootcamp au Mexique, ça a été, c'est là que j'ai initié les 9 piliers du leadership holistique. C'est là que tout est venu, quoi. Hein. Ouais. Et puis le deuxième à Paris, c'est là qu'est venue la formation, le lancement de l'académie et tout le reste. Donc à chaque fois, c'est et comme tu dis, c'est pas du tout programmé. J'y vais pas pour ça, mais vraiment pas. Mais le changement de lieu, l'effet du groupe. Puis le travail de brainstorming, etc., le partage fait qu'on sort des trucs de fou, quoi. Ah oui, et tu sais mais quoi, en effet, qu'est-ce que tu allais dire? J'allais juste dire, la gestion de l'énergie, c'est quand même un truc que l'entrepreneur doit apprendre à faire parce que ça, c'est primordial. Ouais. Si tu n'as pas d'énergie, ben, il ne se passe plus rien, quoi. C'est fini. Hein. Exact. Et ce que j'allais ajouter, c'est que parfois, on va aller dans un événement comme ça, on n'a pas d'attente nécessairement. On fait juste rester ouvert pour accueillir tout ce qui pourrait éventuellement arriver. Et on va ressortir de là, on va dire, ah, tu vois, cette fois-ci, il y avait rien. Ou il y avait moins de trucs que la fois précédente. Parce que qu'on le veuille ou non, ces événements-là finissent par se comparer entre eux. Hein? Je veux dire, on vit quelque chose qui est un truc de ouf, un événement.
on va finir par le comparer avec un événement qui va arriver plus tard. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que parfois, dans ces événements-là, ça va arriver à rebours. On va recevoir le backlash de tout ça. On va le recevoir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 2 ans. On va dire, ah oui, c'est vrai, il y avait eu telle personne, il y avait eu tel truc qui s'était passé à tel moment. Et là, soudainement, il y a un déclic qui se fait et ça peut être quelque chose qui va complètement transformer ton entreprise, mais que sur le coup, il y avait rien. Sur le coup, les connexions n'avaient pas été faites. Les connexions dans ton cerveau ne se faisaient pas. Mais là, il y a eu un autre élément, un autre truc qui s'est passé, une autre rencontre qui fait que ça déclique sur quelque chose d'autre et que ça te ramène à ce que tu as vécu à ce moment-là. C'est tellement riche, ces trucs-là. Les vacances, les moments où tu te permets de décrocher, les événements, c'est tellement riche. Il faut se permettre d'avoir ces moments-là le plus souvent possible. Et c'est pour ça que, à un moment dans la discussion, tu parlais de mélanger la gestion d'entreprise digitale et puis le présentiel, enfin d'organiser des événements pour rencontrer les clients, de créer des vrais partenariats. Avec le contact physique, je pense que c'est primordial. On ne peut pas rester derrière une caméra et un micro toute sa vie. On ne peut pas faire du télétravail toute sa vie. Mais là, la formule physique présentielle de temps en temps, et puis après le digital qui complète bien, c'est vraiment la formule idéale finalement, parce que c'est ces bons moments-là où justement on va créer, on va changer les idées. Puis si on part en bootcamp, autant prendre un peu de vacances avant ou après, donc ça permet de digérer tout ça, de gérer son énergie. Donc ça, c'est vraiment un petit conseil que je donne souvent. Hein. Prenez un week-end pour vous, allez prendre l'air, les gars, quoi. Sortez un peu, quoi. Pas toujours boulot. Exact. Et juste pour finir, tu as une grosse communauté maintenant qui commence à te suivre. Et comment toi tu vois ça, la gestion de la communauté? C'est quoi ça t'inspire quoi et quelle relation tu veux avoir avec tous ces gens? C'est un gros enjeu, la gestion de la communauté, parce que, évidemment, quand tu commences, tu as une communauté de quelques dizaines de personnes, tu as l'impression d'avoir le temps. Et dans les faits, souvent, tu as le temps d'être présent de façon individualisée, personnalisée pour chacune de ces personnes-là, au fur et à mesure que ça grandit. Et avec le temps, il y a quelques dizaines devient quelques centaines. Et là, soudainement, on a un peu moins de temps. Alors, moi, ce que je vois là-dedans, puis le modèle on parle de Martin depuis tantôt, mais le modèle de Martin qui a commencé avec quelques personnes, qui est devenu quelques dizaines, qui est devenu quelques centaines, qui aujourd'hui sont des dizaines de milliers, là, parce qu'on a passé le cap du 10 000 personnes. Martin ne peut pas être présent pour chacune de ces 10 000 personnes-là comme il l'était au début avec les 52 premières. Ça, c'est sûr que non. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et je vais aller plus loin que ça. L'enjeu, c'est le lâcher-prise de l'entrepreneur, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te dises, regarde, si je veux que ma mission d'impacter le plus grand nombre de personnes francophones possible et de permettre de rendre accessible le podcast au plus grand nombre de personnes possible se poursuit, il faut que je lâche prise sur le fait que je pourrais pas accompagner tout le monde un à un. Je pourrais pas être présent individuellement pour chacune de ces personnes-là. Et une fois qu'on a fait ce lâcher-prise-là, là, on développe un écosystème qui dit, OK, parfait. Pour certaines personnes qui veulent vraiment avoir une catégorie, non pas une catégorie, mais certaines personnes qui veulent vraiment avoir accès un à un à moi, on aura des méthodes, on aura des façons de faire, comme Martin le fait avec son cercle d'excellence, comme c'est déployé à l'intérieur d'un écosystème. Et c'est une grosse leçon, c'est un gros exercice de lâcher prise, ça, de dire malheureusement, je peux pas le faire avec tout le monde, donc je dois m'assurer d'avoir un écosystème pour répondre à ceux et celles qui veulent absolument avoir cette relation-là. Et à la fois, avoir la possibilité d'offrir à tous les autres dans l'écosystème un accompagnement individualisé avec les mêmes valeurs que ce que moi, je veux mettre de l'avant. Et ça, si on réussit à faire ça, et c'est ce qu'on a déployé cette semaine, on voulait
avoir un écosystème qui nous permettait de porter les valeurs de notre entreprise le plus loin possible sur une base le plus individualisée possible. Donc, on a déployé le principe, on a appelé ça les capitaines de l'Académie du podcast. C'est simplement des agents facilitateurs qui sont là, qui relaient l'information. Donc, dans le fond, ils font office de caisse de résonance avec tout ce qu'on fait, nous autres dans l'écosystème, pour s'assurer que le relais va se rendre jusqu'à la personne et que cette personne-là va se sentir écoutée et reçue sur une base individuelle. Et ça, je pense qu'on a on vient de le déployer, là, mais je suis convaincu qu'on a, parce que c'est observé dans plusieurs autres écosystèmes sur le web, je suis convaincu qu'on a un beau filon là de pouvoir offrir ce soutien-là personnalisé, cette espèce d'écoute d'oreille qui est là pour les gens et de poursuivre selon les valeurs de l'entreprise. Donc ça, évidemment, c'est l'enjeu, hein, c'est de choisir les personnes qui sont bien alignées avec les valeurs, s'assurer que ces gens-là sont prêts à relayer les valeurs de l'entreprise aussi. Mais une fois que ça c'est mis en place, là, je pense qu'on va avoir énormément de plaisir à travailler avec nos capitaines. Excellent. Excellent. Bah, je me réjouis de voir ça, de tester ça. Ouais. Je trouve que c'est une super bonne idée. Une très, très bonne idée. Ouais, Marco, ça fait presque 50 minutes qu'on jase, comme vous dites si bien là-bas. Yeah. C'est extraordinaire. On n'a pas vu le temps passer. Yeah, c'est vrai. Alors, la dernière question, la petite question pour finir. Comment tu te vois dans 5 ans? Voilà, on va faire simple. Qu'est-ce que tu vois dans 5 ans? Tu penses que tu en es où? Ben, dans 5 ans, moi, je pense que là, présentement, on vise à impacter le plus grand nombre de francophones dans le monde du podcast. Ce que je vise à faire dans 5 ans, c'est d'élargir cet impact-là pour le déployer sur d'autres projets, sur d'autres fronts où je peux impacter encore. Parce que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai testé, sur quoi je me suis planté, sur quoi j'ai réussi au final, je pense que ça peut être utile à un paquet de gens. Et il faut juste que je trouve la façon de le faire pour me rendre, encore une fois, avec les mêmes enjeux qu'on a, pour me rendre disponible tout en respectant mes valeurs de liberté, tout en respectant mes valeurs de présence aussi et les différentes valeurs que j'ai. Mais au-delà de ça, c'est de rendre cette expertise-là, cette expérience-là disponible au plus grand nombre de personnes possible. Donc, dans 5 ans, j'espère être impacté encore un plus grand nombre de personnes. Au moment où on se parle, on a impacté, au moment d'enregistrer cet épisode-là, 721 francophones ont utilisé nos services pour lancer un podcast. Je me dis qu'on peut facilement, dans 5 ans, on peut facilement tripler, quadrupler ce chiffre-là et impacter aussi des gens dans d'autres sphères pour leur permettre de s'épanouir davantage en tant qu'entrepreneur web. Donc, c'est un peu là que je me vois. Excellent. Excellent. Écoute, vraiment, je te remercie. Comme diraient nos amis communs, je capote. Écoute, c'était vraiment intéressant parce que je trouve que tu as une belle approche de l'entrepreneuriat, du leadership qui ressemble beaucoup à ce que j'essaye de transmettre. Donc, c'est juste parfait. C'est pas un hasard si on s'est rencontrés, de toute façon. On le sait très bien. Donc, merci pour tout ça, Marco. C'était juste super passionnant, super intéressant. Je pense que ça va parler à beaucoup d'auditeurs qui se cherchent un peu de ce côté-là. Donc, un bel exemple d'entrepreneur moderne qui gère son énergie, qui travaille selon ses valeurs. Et ça, c'est pour moi le plus important. Est-ce que tu as une dernière petite chose que tu voudrais dire? Venez nous voir pour qu'on puisse partager cette énergie-là. Venez nous voir pour partager une tequila ou un mojito en République dominicaine avec Christophe. Assurément, on pourra discuter à ce moment-là de podcasts ou d'autres choses. Mais je kiffe à rencontrer les gens et à développer des relations. Donc, vraiment, ça va être un plaisir de rencontrer quiconque a été impacté ou avec qui ça a résonné ce qu'on a discuté pendant la dernière heure. Excellent.
Bah écoute, je te remercie. Je te souhaite une belle journée parce qu'il est encore tôt chez toi. Ouais. Et puis, on se revoit très très bientôt. Hein. Yes. Merci beaucoup, Christophe. Je suis honoré de ton invitation. Ciao, ciao. Merci encore. Hein. Ciao, ciao. Si vous aimez mon podcast, si vous aimez ce que je transmets, si vous vibrez avec ce que je transmets, je vous propose de me retrouver pour une masterclass en leadership holistique. La prochaine masterclass aura lieu le 21 juillet à 20h en ligne et je mets en description le lien pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Donc je vous propose de me rejoindre pour cette masterclass unique en leadership holistique et vous pourrez y découvrir les bases du leadership holistique, les 9 piliers du leadership holistique et tout plein d'autres choses que je vais vous proposer. Et ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai lors de ces webinaires et je pourrai répondre à vos questions et nous pourrons interagir ensemble. Donc ça sera un moyen de nous rencontrer puisque les podcasts, vous ne faites que de m'écouter et puis moi je ne vous entends pas. Donc là c'est un moyen de retrouver mon auditoire, vous, ma communauté et de pouvoir échanger avec vous. Donc ça sera avec grand plaisir que je vous retrouve donc le 21 juillet à 20h. Inscrivez-vous, le lien est dans la description et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue surprise. Bonne semaine et prenez soin de vous. Au revoir.